Pour notre grand angle, nous recevons ce soir Michel Georget, qui est professeur agrégé de biologie et l'auteur d'un ouvrage vraiment passionnant, L'apport des vaccinations à la santé publique. Mais en fait, c'est le sous-titre qu'il faut regarder de près, la réalité derrière le mythe. Alors justement, Martial, vous parlez du sous-titre, la réalité derrière le mythe. Alors qu'est-ce que c'est le mythe de la vaccination? Bonsoir Michel Georget tout d'abord. Bonsoir à vous. Eh bien, le mythe, si on résume, grâce à la vaccination, les maladies infectieuses ont régressé, voire disparu, la variole par exemple. Et d'autre part, la vaccination est un procédé sans danger et par conséquent, tout est bénéfice dans la vaccination. C'est efficace et c'est sans danger. Donc pour vous, ça c'est justement c'est un mythe. En quoi est-ce un mythe, simplement? Eh bien parce que sur les deux points, on peut montrer que déjà en ce qui concerne l'impact sur la régression des maladies infectieuses, eh bien l'OMS le dit elle-même, le facteur principal a été l'élévation du niveau de vie. Et quand je dis élévation du niveau de vie, c'est aussi bien l'amélioration de l'alimentation, du logement, de l'hygiène, toutes causes qui ont permis aux familles, si vous voulez, de mieux lutter contre les maladies de façon naturelle. Vous dites que les vaccins ne sont pas aussi innocents qu'il y paraît. Mais globalement, grâce aux vaccins, les maladies ont vraiment reculé dans le monde. Alors les maladies ont reculé. Le problème est de savoir s'il n'y a pas eu d'autres facteurs parallèles à l'utilisation des vaccinations. Et c'est justement lorsqu'on examine ces facteurs parallèles qu'on s'aperçoit que les facteurs essentiels, comme je viens de le dire et comme l'OMS l'a dit, eh bien, ce sont surtout les améliorations des conditions de vie. Et l'un des mythes, je dirais, c'est le problème que l'on a avec la vaccination antivariolique. Bon, la variole a disparu, on a vacciné contre la variole jusqu'en 1979. Alors évidemment, pour beaucoup, et pour vous notamment, c'est un petit peu lointain, mais cette vaccination est présentée comme ayant été le succès majeur pour la disparition de la variole. Eh bien, ceci, c'est une contre-vérité. C'est un des mythes qu'il faut éradiquer. C'est d'ailleurs le titre d'un des paragraphes de mon livre où j'ai mis l'éradication de la variole par la vaccination, une légende à éradiquer. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque la variole a été éradiquée, l'OMS a publié un rapport, donc après 1979, dans lequel il est dit, noir sur blanc, que les campagnes de vaccination de masse ont été la plupart du temps un échec et que la variole a été vaincue en changeant de stratégie et en adoptant ce qui a été appelé la stratégie de surveillance-endiguement, c'est-à-dire la surveillance des malades, la surveillance des contacts, de façon à limiter la contagion. Et c'est ça qui a fait disparaître la variole et non pas la vaccination. Car il est écrit noir sur blanc dans ce rapport que la plupart du temps, les campagnes de vaccination de masse ont été un échec. Et alors, dans ce cas-là, vous analysez le vaccin comme un espèce de placebo ou vous allez justement plus loin dans votre démarche? Non, malheureusement, ce n'est pas un placebo, parce qu'un placebo, en principe, ça n'a aucune action ni bénéfique ni maléfique. Mais le vaccin a été utilisé. Bon, déjà, quand on lit l'historique de la variole, on s'aperçoit que la fabrication du vaccin antivariolique a été vraiment quelque chose d'horrible parce que les conditions dans lesquelles c'était fabriqué, le produit que l'on injectait aux gens ou que l'on mettait sur les scarifications était rempli d'impuretés. Donc, si vous voulez, c'est presque un miracle que ça n'ait pas entraîné davantage de conséquences néfastes. Donc là, on évoque la fabrication des vaccins. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la composition et la création? Comment se passe l'élaboration d'un vaccin? Alors, ça, on sait ça quand même. Quand on est vacciné, on connaît tout cela. Ah, on connaît tout ça. On devrait connaître la composition des vaccins. On ne la connaît pas toujours. Alors, si vous voulez, à la base, un vaccin, bon, c'est destiné à lutter contre une maladie infectieuse qui, en résumé, est due soit à une bactérie, soit à un virus. Bon, en simplifiant. Alors, il suffit de mettre dans le vaccin une bactérie ou un virus que l'on a affaibli ou que l'on a tué, on dit plutôt inactivé, surtout en ce qui concerne les virus. Et à partir de là, on est obligé d'ajouter dans l'ampoule vaccinale un certain nombre d'autres produits, en particulier un adjuvant qui est nécessaire pour renforcer la réponse immunitaire. On est obligé d'ajouter un conservateur. Alors, le conservateur est utilisé dans le processus de fabrication pour que la chaîne de fabrication soit stérile et pour que le produit final soit lui aussi stérile, surtout
lorsqu'on a des flacons de vaccination qui servent à vacciner toute une série de personnes, ce qu'on appelle des flacons multidoses. Et ces conservateurs et ces adjuvants sont évidemment des produits qui, la plupart du temps, sont très toxiques. Moi, ce qui me surprend, c'est que, est-ce que ce n'est pas un combat d'arrière-garde que votre combat? Parce qu'en fait, personne n'est obligé de se vacciner. Donc vous dites les méfaits de la survaccination, mais en fait, dans la réalité, en France, quels sont les vaccins obligatoires? Il y en a 2 ou 3. Le reste, personne ne vous oblige à vous vacciner. Il y en a très exactement 3, diphtérie, tétanos, polio. Bon, malheureusement, ce vaccin triple n'est plus commercialisé. La fabrication a été arrêtée et on propose maintenant aux familles, pour les nourrissons, pour les primo-vaccinations, on propose des vaccins qui comprennent ces 3 valences, diphtérie, tétanos, polio, mais auxquelles on ajoute 1, 2 ou 3 valences supplémentaires. Si on n'en ajoute qu'une, en général, c'est la coqueluche, ça vous donne un vaccin tétravalent. Si on ajoute quelquefois aussi l'hémophilus influenzae, ça vous fait 5 valences, et on en ajoute quelquefois une 6e, qui vous donne un vaccin hexavalent avec l'hépatite B. Et alors là, c'est là où ce produit est vraiment un défaut d'information, c'est que la plupart du temps, la mère de famille qui va faire vacciner son enfant, eh bien, demande au médecin, bon, qu'est-ce que vous allez lui faire? Je vais vous faire un vaccin, ne vous inquiétez pas, il y a tout dedans. Tout dedans, ça veut dire quoi? La mère de famille ne le sait pas, souvent on ne lui dit pas, et on ne lui dit pas surtout qu'il y a dedans l'hépatite B, car un vaccin hexavalent contient forcément l'hépatite B. Or, les familles, depuis la vaccination massive de l'hépatite B dans les années 94-95 et tous les accidents qui se sont produits derrière, eh bien, les familles sont devenues méfiantes vis-à-vis de cette composante. Alors, en l'incorporant dans un vaccin multiple et en disant il s'appelle Hexavac, on ne sait pas qu'il y a dedans l'hépatite B. Alors, vous venez d'évoquer l'hépatite B. Il y a plusieurs rapports, plusieurs analyses qui ont été faites au sujet de l'hépatite B qui pourrait provoquer la sclérose en plaques notamment. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement, cette relation entre les deux? Alors, toutes les études vous diront, enfin, les partisans de ceux qui obligent à faire vacciner disent que ces études, c'est un petit peu tiré par les cheveux. On vous dit il n'y a pas de preuve formelle qu'il y ait une relation de cause à effet, mais on ne peut pas éliminer qu'il y en ait un. Qu'il y ait une relation. Et alors, à ce moment-là, comment on explique normalement, quand il y a la commercialisation d'un médicament qui doit être en cours, il y a ce qu'on appelle un principe de précaution. Comment on explique que si l'on a un doute, on puisse se lancer dans la commercialisation de tels produits qui peuvent être, si j'en crois votre argument, nocifs? Eh bien, le problème, c'est qu'on dit généralement... Alors, on ne nie pas qu'il puisse y avoir des accidents ou des troubles consécutifs à la vaccination. Mais on brandit toujours le fameux rapport bénéfice-risque en vous disant, mais oui, bien sûr, il y a quelques risques, mais le bénéfice est tellement énorme par rapport au risque qu'on peut prendre la vaccination. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est... Vous parlez, je trouve, de manière très, très claire, très sérieuse, très, très crédible. Et pourtant, il n'y a pas de débat sur cette question-là de la vaccination en France. On a l'impression que on n'a pas l'impression, c'est un sujet tabou. Il y en a quelques-uns, mais celui-ci, c'est un sujet tabou. Mais pourquoi c'est un sujet tabou? C'est un sujet tabou, tout simplement parce qu'il y a une pression énorme de l'industrie pharmaceutique sur le corps médical et, via le corps médical, une pression aussi sur la population. L'idée du lobby pharmaceutique, c'est peut-être quand même moins une réalité qu'un mythe. Ce n'est pas un mythe, non, c'est une véritable réalité. Une réalité. Ah oui, à tous les niveaux, à tous les niveaux, y compris autour des ministères, autour de toutes les commissions. Bon, il faut savoir, on aborde avec ce que vous venez d'évoquer, le problème des conflits d'intérêts. C'est-à-dire des personnes qui ont en charge normalement notre santé à tous les niveaux, mais qui ont par ailleurs des relations étroites avec l'industrie pharmaceutique. Alors que ce soit les personnes qui font partie de la commission d'autorisation de mise sur le marché, du comité technique des vaccinations, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, toutes ces personnes ont des relations étroites avec l'industrie pharmaceutique. Elles sont rémunérées par l'industrie pharmaceutique sous forme de rémunération suite à des conférences, à des expertises. Et il est difficile d'imaginer, même s'ils s'en défendent, que ces personnes ne soient pas indulgentes vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique lorsqu'il s'agit de décider de la mise sur le marché d'un vaccin ou d'un médicament. Comment explique-t-on quand même que vous soyez ostracisé, que ce livre que j'ai entre les mains soit l'objet d'aucune publicité? Vous n'avez jamais été invité à un débat contradictoire, comme l'on dit?
Ça m'est arrivé, mais en petit comité, vraiment en petit comité, et jamais, jamais sur une chaîne de télévision. On m'avait un jour demandé de participer, c'était sur Antenne 2, je crois, c'était une émission sur l'allergie. Alors qui devait concerner l'allergie alimentaire, l'allergie, les problèmes d'allergie au pollen, etc. Et il voulait faire un chapitre sur l'allergie pouvant être liée au vaccin. Une équipe est venue chez moi, m'a fait passer toute une après-midi, on a discuté, on a enregistré, on a refait les enregistrements X fois. Et au moment où, alors comme je n'avais pas de nouvelles des enregistrements, j'ai fini par poser la question, en fait c'est pour quand On m'a dit non, on a abandonné parce que ça faisait trop long, donc on a abandonné le chapitre allergie liée aux vaccinations. Donc, c'est un moyen d'éliminer la discussion sur ce sujet. Alors là, on a parlé justement un peu de politique. Comment vous expliquez que malgré les arguments que vous avancez, malgré des arguments que de nombreux scientifiques avancent, même si c'est un peu avec une omerta... Puis aussi les faits, parce qu'on a vu tout à l'heure, on a évoqué le Gardasil. Le Gardasil qui fait l'objet d'une vingtaine de plaintes. Comment vous expliquez ces campagnes de vaccination de masse? C'est bien pour avancer dans la santé publique et dans le sens des gens. Je dirais non. C'est-à-dire qu'on prend comme prétexte la santé publique, mais pour derrière faire d'énormes bénéfices. Alors, au point qu'il y a une revue scientifique, une revue médicale, qui a intitulé un de ses articles « Avoir procuré un marché à partir de rien ». Et ceci, c'était au sujet du Gardasil, en montrant qu'on avait utilisé une maladie qui jusque-là n'avait jamais été montée en épingle, qui était en constante régression. Mais comme on savait fabriquer un vaccin contre l'infection par les papillomavirus, ça a été mis sur le marché avec une possibilité de rentabilité derrière qui était phénoménale. Alors que le cancer du col de l'utérus, bon, bien sûr, il ne s'agit pas de nier et de dire que c'est une maladie anodine, bien sûr, mais il faut savoir les conditions dans lesquelles ça se déroule. Hein. D'ailleurs, il ne faut pas dire que le Gardasil ou son concurrent, le Cervarix, sont des vaccins contre le cancer du col de l'utérus. C'est une extrapolation gigantesque. C'est un vaccin destiné à empêcher l'infection du col de l'utérus. Qui, lui, peut provoquer le cancer. Que se passe-t-il lorsqu'on a une infection du col de l'utérus? Eh bien, la première des choses déjà à savoir, c'est que dans 90% des cas, voire un peu plus, il y a une régression spontanée des infections. C'est-à-dire que la femme qui est infectée, grâce à son système immunitaire, élimine les papillomavirus. Donc sans traitement. Complètement. Alors, pour les 5 à 10% qui restent, les papillomavirus vont provoquer au niveau du col des lésions qui ont 3 stades. Bon, je vous passe les termes techniques. Et c'est à chacun de ces stades, qui sont évidemment de plus en plus sérieux, avant d'arriver au cancer du col, proprement dit, à chacun de ces stades, il peut y avoir une régression spontanée vers un état normal. C'est le cas dans 60% des cas pour le stade 1, dans 40% des cas au stade 2 et dans 30% des cas au stade 3. Passé le stade 3, là, on arrive au cancer. Mais si vous prenez à chaque fois le pourcentage du niveau précédent, ben vous arrivez finalement au fait qu'aux environs de 1% des infections pourront éventuellement conduire à un cancer du col s'il n'y a pas eu entre-temps de surveillance gynécologique. Parce qu'à chacun des stades, on peut intervenir avec des traitements. Donc, présenter ça comme un vaccin contre le cancer du col de l'utérus, c'est véritablement une extrapolation. Le reproche qu'on peut vous faire, Michel Georget, que je vous fais directement, c'est est-ce que aussi c'est rendre service aux familles que de créer le doute? Parce que souvent les médecins, par exemple, dans ce vaccin, les médecins demandent, suggèrent, préconise, impose quelquefois ce type de vaccin. Et en vous écoutant, est-ce que le doute s'immisce dans les esprits et est-ce que ça ne crée pas une difficulté? Est-ce que finalement on doit vacciner? On a tous des filles qui arrivent en âge d'avoir ce type de vaccin et là vous créez le doute alors qu'on avait l'assurance que c'était faire le bien de l'enfant que de faire ça. Et ce doute, est-ce que c'est pas oui, grave. Mais est-ce que la certitude, c'est mieux que le doute? Je crois qu'il y avait autrefois un sujet de philosophie, le doute, la certitude est pire que le doute. Mais mettre le doute n'est pas destiné à éloigner les familles de la vaccination. Mettre le doute, c'est faire penser que tout n'est pas connu.
Et moi, mon cheval de bataille, je dirais, c'est de donner aux gens l'information. L'information pour qu'on puisse faire la balance entre le bénéfice éventuel de la vaccination et le risque qu'elle peut présenter. Et alors donc pour terminer, concrètement, un conseil très pratique, si vous avez dans votre entourage une femme qui vient d'avoir un enfant et qui doit donc vacciner avec le vaccin dont on a parlé tout à l'heure, DT polio, comment réagir? Puisque après l'école l'impose, voire les clubs sportifs, etc. Comment réagir face à cette obligation ou plus tard une préconisation d'autres vaccins? C'est important ce que vous dites parce que ces vaccinations, elles sont obligatoires. Donc à chaque moment de la vie, pour faire tel sport, tel déplacement, on demande la vaccination. Oui, à condition de bien connaître l'obligation. L'obligation, elle est très restreinte. Ces 3 vaccins, DT polio, donc on ne peut plus trouver dans le commerce puisque maintenant c'est associé à d'autres. Et en plus, la loi prévoit que ces vaccinations, cette triple vaccination, doit être faite à l'âge de 18 mois. C'est-à-dire que ça peut être fait à 16, 17, 18. Et non pas, comme le prévoit le calendrier vaccinal, commencer à l'âge de 2 mois. Vous voyez? Alors, parce que ça pose des problèmes de commencer à l'âge de 2 mois Bien sûr, parce que le système immunitaire n'est pas mature. Le système immunitaire n'est pas mature. Bien sûr, un enfant qui naît, il a des globules blancs, il a enfin, tout ce que possédera l'adulte plus tard. Mais tout cela nécessite une éducation. Au même titre que le nourrisson, il a des jambes, mais il ne marche pas. Ça nécessite une éducation, une coordination du système nerveux avec le système musculaire. Eh bien, c'est la même chose pour le système immunitaire. Il faut que tous les éléments qui participent à la défense soient coordonnés, ce qui n'est pas le cas dans les tout premiers mois de la vie. Donc très concrètement, au final, on peut résumer votre propos en disant aux gens de s'informer. Absolument. De prendre des informations là où ils le peuvent, des informations sérieuses bien entendu, et qu'en sachant tout cela, ils prennent une décision responsable. Absolument. D'ailleurs, vous parlez du sérieux de l'information. Je tiens quand même à dire que mon livre est fait à partir de publications scientifiques et médicales. J'en donne les références pour que ceux qui ont la faculté, la possibilité d'accéder à des bibliothèques universitaires le vérifient, voire sur Internet pour certains des articles qui sont publiés, mais pour qu'un médecin puisse dire « Oh là là, où est-ce que vous avez trouvé ça ?» Et un médecin peut retrouver la publication. Donc s'informer, c'est la clé de tout. Et je dirais, si je puis me permettre d'ajouter un petit complément, les personnes qui achèteront ce livre pourront derrière s'informer en le lisant, mais en plus, ils feront une bonne action. Parce que je voudrais reverser les droits d'auteur, ce n'est pas une fortune, mais je voudrais reverser ces droits d'auteur à une association africaine pour mettre en place des puits, de façon à ce que les populations concernées puissent avoir accès à l'eau potable. Alors je sais bien que c'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins. C'est le cas de le dire. Mais oui, exactement. Mais j'aime beaucoup rappeler la légende indienne du colibri. Vous savez, c'est au cours de l'incendie d'une forêt, un colibri apportait de l'eau goutte à goutte, et ce qui avait fini par énerver un tatou qui lui dit « Mais enfin, tu ne vas pas nous faire croire que tu vas arrêter l'incendie avec tes gouttes d'eau ». Et le colibri lui répondit « C'est vrai, tu as raison, je sais, mais je fais ma part ». Alors, je voudrais aussi faire ma part, parce que je pense que ce dont ont besoin les populations africaines, c'est de l'eau potable, parce que ça permet de lutter contre toutes les parasitoses, contre les maladies infectieuses, la polio, la typhoïde, la dysenterie, les amibiases, etc. Et éventuellement aussi, bien sûr, les installations sanitaires. C'est ça dont le tiers-monde a besoin, et pas des vaccinations. Ils n'ont pas le niveau, je dirais, de développement économique pour supporter sans danger les vaccinations. Et c'est ça, on ne réalise pas ces choses-là. Merci beaucoup, Michel Georget. Je rappelle donc que le titre « L'apport des vaccinations à la santé publique », c'est aux éditions d'Angle. Et je voudrais vous dire aussi 2 choses très pratiques. C'est premièrement que c'est un sujet qui est tabou et qui est interdit. Eh bien, ça tombe bien, TV Liberté fait son travail, puisque ce sujet est tabou, on en parle. Et je vous invite, ça c'est le deuxième point, si vous regardez ce journal télévisé sur tvliberté.com ou si vous le regardez sur YouTube, eh bien, de nous écrire et d'écrire à Michel Georget, de nous faire part de votre point de vue. Et donc ça, il suffit d'écrire à TV Liberté, c'est boîte postale 435, 94 271, 94 271, le Kremlin, Bicêtre, CEDEX. N'hésitez pas à nous écrire et nous ferons part de vos courriers à Michel Georget parce que je suis sûr qu'il reviendra pour nous parler à nouveau de ce problème de la vaccination. Merci. Merci Élise. Merci à vous. Merci. Et merci. Monsieur Georget.